Voilà, c'est lancé pour les réseaux sociaux. Salut Erwick. Salut. Alors, pour dire à quel point c'est la rage, j'ai même pas prévu de un petit logo, un petit truc, donc ça se lance directement sur la première news dont on va parler tout à l'heure. Je sais pas si je peux pas mettre autre chose en attendant qu'on commence. Je sais pas. Salut Valentin TZ. Je sais pas comment on dit. Salut Sandrone. C'est quoi? C'est que Valentin était pris, du coup t'as dû rajouter un Z, ou alors tu es pas du tout la personne à laquelle je pense. Je t'ai démasqué. Sorry. Je ne dévoilerai pas cette information, ne t'en fais pas. Donc du coup j'en déduis que vous m'entendez bien. Est-ce que au niveau du son c'est correct? Il y a un peu de musique en fond, c'est toujours la même que le dernier premier live que j'ai fait. C'est juste pour donner un petit peu d'ambiance. Il faudra que je regarde un petit peu pour changer les musiques, mettre des choses différentes. Mais pour l'instant ça fera le taf, je pense. Voilà, j'ai publié un petit peu sur les réseaux sociaux, tout ça, comme il faut. Donc on va attendre de voir s'il y a des gens qui vous rejoignent. Et puis on commencera tranquillement. La musique, j'ai l'impression qu'on va découvrir des secrets philosophiques sur le jeu de rôle. Mais peut-être. Je sais pas si c'est trop le but de cette émission-là en particulier, mais sait-on jamais. Donc on va voir un petit peu s'il y a d'autres gens qui nous rejoignent, mais déjà si vous êtes là, c'est chouette. Ça me fait très plaisir que vous soyez passés. Tu penses streamer combien de temps? Alors, en ce qui concerne la partie vraiment de l'émission, ce que j'appelle l'émission, j'aimerais que ça dure pas plus d'1 heure, même si ça peut durer moins, ça serait cool. Donc l'idée c'est de faire une sorte d'émission un peu style revue de presse, actualité du jeu de rôle. J'ai prévu un certain nombre de news, donc je sais pas encore comment timer ça exactement. L'idée c'est que je vais quand même regarder un peu ce que vous me dites en parallèle, notamment vérifier que je dis pas de bêtises ou si vous avez des choses à ajouter. Et puis à la fin, une fois que j'aurai fini mon tour de ma review perso, on pourra faire un moment pour ceux qui sont, s'il y a encore du monde, et si vous êtes intéressés pour discuter un petit peu, on finira par parler de l'OGL notamment, donc il peut peut-être amener à une discussion un peu plus longue, donc voilà. Donc idéalement je dirais 1 heure, et puis si on compte l'after, s'il y en a un, voilà, ce serait pas plus de 2 heures en tout cas pour sûr. Salut Maury. Sandrone dit nous sommes refaits. Très bien. Très bien. Alors, je sais pas si on va pouvoir commenter quelle heure il est. 37. Allez, on attend encore quelques minutes. Comment vous allez déjà, vous, chères personnes qui nous ont rejoints ce soir? La forme, les projets, tout ça. Bonne année d'ailleurs. Bonne année à tout le monde. Bonne année 2023. Sinon, est-ce qu'il y aura une rediffusion? Je peux pas rester. Oui. Alors déjà, c'est sûr, il y aura la rediffusion Twitch, parce que je l'ai activée, donc elle est automatique. Donc l'émission sera automatiquement disponible à la fin, quand elle sera terminée, directement sur Twitch, dans l'onglet des vidéos. Ensuite, il faut que je regarde comment on fait pour passer ça sur YouTube ensuite. Et puis j'aimerais bien, après idéalement, peut-être le passer en mode podcast, parce que je pense qu'il y en a qui seront intéressés, sachant que je vais vous montrer, j'ai des onglets pour montrer un petit peu en images certaines choses, mais globalement je pense que ça pourra très bien s'écouter en podcast.
Donc ça pourrait être cool que ça soit en mode podcast, mais pareil, j'ai aucune idée de comment on fait ça. Je lance ça complètement à l'arrache. Ça fait longtemps que je veux faire du stream, mais j'ai pas. À chaque fois, je me dis j'ai pas la connexion, j'ai pas le temps, j'ai pas, je sais pas faire machin et tout. Et là, je me suis dit ben j'en ai marre. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques temps que en fait je pouvais streamer même avec une qualité pas terrible en image, mais au moins le son fonctionne bien. Donc ça veut dire que je peux faire du entre guillemets du podcast sur Twitch. Et du coup j'ai décidé de me dire allez on se lance, on verra bien. J'ai fait un premier live, je sais plus avant-hier je crois, une petite session de travail sur Aori, et puis là, du coup j'avais envie de tester ce projet d'émission qui est en fait quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. J'avais fait une sorte de quelque chose comme ça sur ma chaîne YouTube. Quand j'avais lancé ma chaîne YouTube, j'avais fait une série de vidéos qui s'appelait Les Dépêches, où l'idée c'était régulièrement, peut-être, je sais pas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, donner des news du jeu de rôle plutôt axé indé, ou en tout cas moi des choses qui m'intéressent, que je voyais pas beaucoup traiter ailleurs. Mais du coup ça me demandait un temps de montage monstrueux. Puis ouais, je pense que je me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment ça, faire du montage. Donc j'ai arrêté. Et puis ça me prenait surtout beaucoup trop de temps par rapport à ce que j'avais envie d'y consacrer, sachant que ce qui m'intéresse c'est quand même de créer des jeux avant tout. Donc voilà, et là je me dis avec le stream il y a peut-être moyen, ça demande quand même un temps de préparation, ça demande du travail aussi, mais il n'y a pas au moins ce côté montage etc. qui est vraiment rebutant, et qui fait aussi que ça met du temps entre le moment, surtout pour faire une émission de news. Donc voilà, je peux pas dire, j'ai pas le droit de répéter bonne année apparemment, nous dit Erwick. D'accord, ça doit être ça doit être la fonctionnalité du chat. J'ai pas du tout vu non plus les réglages du chat, donc je sais pas du tout. Il y a peut-être certainement des limitations à éviter de spammer le chat, mais elles sont peut-être un peu restrictives. Ah, Maury a dit bonne année, bonne année. Elle a réussi à le dire 2 fois. Bien, je pense qu'on va commencer tranquillement, et puis ben du coup vous avez déjà le spoiler de la première news, puisque du coup on va commencer par parler du festival Draconis. Donc c'est un festival de jeux de rôle en ligne qui va se tenir donc du 3 au 5 mars 2023. Alors là je suis sur l'événement Facebook, et oui ça se fait encore les événements Facebook, mais il y a beaucoup plus d'infos a priori sur le Discord du festival, sur le serveur Discord, dont je vais vous mettre tout de suite le lien, si j'arrive à le copier-coller. Voilà. Donc évidemment pour les gens qui seront en replay sur YouTube, ou si j'arrive à mettre ça en podcast, je mettrai tout ça en description, hein. Vous pourrez retrouver tous les liens. Donc le festival Draconis, donc serveur Discord, c'est ici. Donc cette news nous en apprend quand même un petit peu. On apprend du coup que les soumissions de scénarios, donc je suppose qu'il y a un concours de scénario, c'était à partir du 5 décembre, vous avez encore jusqu'au 29 janvier. On a une soumission de panel, ça je suppose que c'était, parce que là c'est fini aujourd'hui, donc ça doit être pour les tables rondes, des demandes de kiosques sur Discord, donc ça doit être je pense les salons pour pouvoir présenter vos jeux, vos activités etc, vos stands virtuels, donc ça c'est jusqu'au 18 janvier, donc vous avez encore un peu de temps. Pour les inscriptions parties, ça se fera à partir du 1er février. On a une jam qui commence le 20 janvier. Alors j'ai pas vu encore c'était quoi le thème. Il faudra aller voir ça sur le Discord. Et donc voilà, le festival se tient du 3 au 5 mars 2023.
Alors, comme l'année 2022 vient de se terminer, qu'on a commencé l'année 2023, c'était beaucoup le temps des bilans, que ce soit en fin d'année et en ce début d'année. J'ai pas tout compilé, tout ce qu'il y avait pu avoir comme bilan ludique, donc il y a eu des choses intéressantes, mais vous pouvez aller voir sur les différentes chaînes YouTube, ou sur des blogs, etc. Là, j'ai vu que euh, donc Dandy avait sorti ses Dandy d'or, donc j'ai pas encore récupéré le lien, et je vous le mettrai peut-être en description. Donc j'avais envie de me concentrer plutôt sur un aspect qui me paraît important, notamment pour le jeu de rôle et notamment le jeu de rôle indépendant, c'est les bilans plutôt financiers. Dans l'indépendance en jeu de rôle, il y a une sorte de tradition, en tout cas une idée de transparence au niveau des chiffres et de la façon dont et pas seulement des chiffres, mais aussi de la façon dont on crée comment on gère la création de ces jeux, sa distribution, etc. Donc dans cette tradition-là, on a eu un certain nombre d'auteurs, d'autrices qui nous ont partagé cette fois-ci encore des choses vraiment intéressantes. On a comme Martin qui nous a donc fait un petit bilan financier de ces les différents jeux qu'il a sortis soit qu'il a sorti en 2022 ou soit qui continuent d'être vendus en 2022. Donc ça c'est super intéressant. Je vais aussi vous mettre le lien. Tac. Et salut Alceste, salut Tourte. Euh, donc, alors je vous mets le lien Twitter, mais aussi le lien Mastodon pour ceux qui ne sont pas sur Twitter. Il y a aussi une version sur Mastodon, ce qui ne sera pas le cas pour les autres malheureusement. Après, s'il y en a qui ont besoin enfin qui aimeraient bien avoir ces infos-là, pas hésiter à m'envoyer un petit MP et je vous ferai des captures d'écran pour ceux qui veulent pas ou qui sont pas ou peu importe vos raisons sur Twitter ou même sur Mastodon hein, d'ailleurs. On n'a pas eu un bilan vraiment de fin d'année, mais ça m'a fait penser que Kelren aussi avait partagé ses chiffres. Donc ça date du 4 octobre 2022, mais je pense que vraiment c'est aussi tout à fait intéressant. Alors, je vous mets ça aussi. Alors ça c'est que sur Twitter. Bilan. Tac. Valentin nous demande est-ce que tu retires des enseignements de ces bilans? C'est compliqué, on apprend plein de choses intéressantes, mais c'est toujours un peu compliqué de faire des généralités à partir de quelques auteurs et autrices. Par contre, ça donne, on va dire, des indications ou des tendances générales qui peuvent être intéressantes. On voit par exemple que les traductions de jeux qui ont déjà une certaine notoriété, qui sont déjà un peu reconnus en anglophonie, ça marche bien en francophonie et ça a tendance même à largement dépasser les ventes par rapport à des jeux originaux, ce qu'on peut regretter, mais qui est une réalité. L'autre chose qu'on se rend compte, euh, c'est que comme on a fait notamment, alors on peut toujours discuter des circonstances, mais il a un jeu qu'il a sorti en anglais, donc disponible sur le marché anglophone et qui a vraiment bien marché et largement bien marché par rapport au reste. Et donc on voit aussi que même si beaucoup d'auteurs et d'autrices disent avoir du mal à s'exporter en anglophonie parce on n'a pas forcément les réseaux, les communautés, etc. Ça demande aussi du temps de s'investir là-bas. N'empêche qu'il semble y avoir un enfin une possibilité quand même intéressante de faire des ventes en traduisant ces jeux et en trouvant les bons réseaux. Là en l'occurrence je crois que c'était grâce aux InQuest, il me
semble, hein, il faudrait que je vérifie ça. C'était pour... est-ce que c'était pour Aventure à Plume? Je ne sais plus. Donc voilà, en tout cas, il y a une piste à créer là-dessus. On réfléchit en ce moment. Il y a un projet de podcast qui a été lancé par Thomas Munier, dont j'aurai l'occasion peut-être de reparler, pour peut-être faire un podcast, enfin pour faire un podcast à destination des anglophones, pour mettre en avant les jeux francophones. Donc clairement, il y a des choses à creuser là-dessus. Sinon, de manière générale, on voit bien que, bah, en tout cas pour les auteurs et autrices euh, qui partagent comme ça leurs chiffres, on voit bien que la plupart ne vivent pas de leur activité, ou s'ils en vivent, c'est vraiment avec très peu, avec pas un énorme revenu mensuel, quoi. Donc c'est encore assez compliqué de ce point de vue-là. Après, voilà, là on est peut-être sur une partie quelques auto-éditeurs indés. Ça représente pas forcément l'entièreté des expériences de la francophonie de ce point de vue-là, mais c'est quand même intéressant de voir un peu tout ça. Et si j'avais envie de mettre en avant ça, c'était aussi pour inviter, si vous êtes auteur, autrice, éditeur, éditrice, ou même illustrateur, illustratrice, maquetteur, maquettrice, de donner, ouais, de transmettre un petit peu. Euh, Pas forcément, enfin, les chiffres c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une transparence où on peut vraiment voir un peu comment ça fonctionne, mais aussi, ne serait-ce que déjà de dire comment ça marche pour vous, comment vous en sortez, qu'est-ce que vous avez fait en l'année 2022. Donc c'est vraiment précieux pour l'indépendance, parce qu'en fait plus on est transparent, plus on partage les chiffres, à la fois ça permet à d'autres de pouvoir se lancer dans de bonnes conditions, parce que du coup on sait ce qu'on peut faire, ce qu'il vaut mieux éviter, ou ça, voilà. Et ça peut aussi permettre d'éviter les mauvaises pratiques, quoi, parce que du coup si tout le monde partage les chiffres, on voit bien par exemple sur combien on va payer certaines personnes, etc. Et se rendre compte que si on paye à une certaine somme, ça va vraiment pas être intéressant. Déjà que c'est souvent sous-payé malheureusement dans la niche qu'est le jeu de rôle. Donc voilà, avoir des représentations aussi de ce qui se fait dans le milieu, ça me paraît assez important. On a aussi le bilan, là cette fois-ci c'est sur blog, donc c'est le blog d'Angel Dust, donc de Manon et Simon Lee, qui nous partagent aussi leur bilan de 2022. Ah ben voilà, Sandro en parlait justement, je vous mets le lien, j'avais pas oublié. Bilan 2022. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout ce que j'avais noté. Ah si, j'ai noté une autre chose qui me paraissait intéressante. C'est pas tout à fait un bilan financier, mais c'est un bilan, on peut dire, chiffré. C'est le Fix qui nous souhaite la bonne année 2023, merci à eux d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir de voir le Fix actif, même s'ils ont une petite baisse d'activité là fin décembre. Et ils nous donnent leurs chiffres de fréquentation du site pour 2022. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant de voir ce que ça représente. On voit qu'il y a en moyenne 4 à 5 000 visiteurs différents par mois. C'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même chouette. Donc on souhaite longue vie au Fix. Hop, le Fix. Bilan. Alors c'est pas un bilan, du coup c'est la bonne année, mais... Voilà pour ce qui est des bilans un petit peu de fin d'année. Un petit petit focus sur un article, ou presque une série d'articles, en tout cas une série d'interviews sur C'est pas du jeu de rôle, donc par Mathieu B en l'occurrence, qui nous propose des témoignages de créatrices et de créateurs de moins de 30 ans
Donc il a fait un appel à témoignage où il a demandé donc avec un certain nombre de questions et il a eu 28 personnes qui lui ont répondu à cet appel. Et donc on retrouve, il n'y a pas encore tout, hein, je crois que là pour l'instant on a deux séries d'articles. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, on a déjà 5 interviews. Et si on va sur l'autre article, il y en a un petit peu plus. Donc il n'y a pas encore tout, je ne sais pas s'il y aura peut-être 3 ou 4 articles différents qui les réunissent. Mais en tout cas voilà, vous avez euh, donc des interviews vraiment très intéressantes. Si vous voulez découvrir différents auteurs, autrices, leur démarche, c'est vraiment passionnant. Je vous mets le lien également, désolé ça rame un petit peu. Alors Com m'a fait remarquer très justement que en février c'était le moment du Zine Month et du Zine Quest. Alors moi j'ai pas vraiment suivi tout en détail ce qui s'est passé, mais ce que j'ai compris c'est qu'il y avait eu une sorte de scission à un moment donné où Kickstarter avait annoncé des choses à base de NFT ou je ne sais plus quoi. Et donc il y a un certain nombre d'auteurs, d'autrices, un certain nombre de personnes qui se sont désolidarisées de Kickstarter et qui ont créé une alternative qui s'appelle le Zine Month, mais qui est globalement la même chose. L'idée c'est de proposer un jeu en financement participatif durant, là en l'occurrence le mois de février, et sous un format qu'on appelle un format zine, donc souvent un format A5 relié avec une couverture souple. Et donc les inscriptions sont encore possibles, que ce soit pour le Zine Month ou pour le Kickstarter. Pour le Zine Month, du coup, si j'ai bien compris, vous pouvez passer par un peu n'importe lequel d'autres formes de financement. Là, il conseille Game on Tabletop, GameFound, itch.io. Donc voilà, et vous pouvez aussi faire ça sur ces sites de commerce comme Gumroad ou Squarespace. Voilà, si vous avez des questions, faut pas hésiter à poser. C'est ça aussi qui est intéressant avec le Zine Month et le Zine Quest, c'est qu'il y a aussi toute une émulation. Vous pouvez rejoindre les serveurs Discord, etc. pour vous faire accompagner. Voilà. Ensuite, petit code promo chez Lulu. Comme régulièrement, il nous propose des codes promo. Donc en ce moment, on a un code promo de 15% avec donc le code Time to Shine 15. Donc là aussi, je le mettrai dans la description et sur le chat, etc. Ça, c'est valable jusqu'au 13 janvier. Donc il reste, pour ceux qui écoutent le jour même, c'est dans 4 jours. Après, il y a régulièrement des codes avec différentes réductions. Mais voilà, le code actuel, je vous le copie dans le chat pour ceux qui sont là. Donc sur lulu.com vous pourrez retrouver plein d'auteurs et d'autrices indés. J'avais fait une sorte de liste rapide quand j'avais un peu fait de la pub pour ça avant qu'ils augmentent un peu leurs tarifs. Donc en vrac, et j'oublie certainement du monde, mais pour vous donner une idée et que vous alliez un petit peu chercher, on y retrouve Kelren, James Tornade, Linou, Le Grumpf, Saladin, Thomas Munier, Erwick, Acritarch, Manon Lee et Simon Lee, dont on parlait tout à l'heure, Guillaume Jantet, Julien Poire, Frédéric Sintès, Fabien Hitvine, Tiramisu, Dog Dandy, Gulix, Kobayashi, Batro, Léonard Chabert, et j'en oublie certains. Je pense que je vais essayer de me faire une liste comme ça la plus exhaustive possible. Il ne faudra pas hésiter à me dire si vous avez d'autres noms à ajouter à cette liste. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de gens hyper talentueux. Je me suis pas cité moi-même, mais mes jeux sont aussi sur Lulu si ça vous intéresse. Voilà. News suivante, elle nous vient de Linou, avec la création d'un label, le Dirty Clean Crew, le DCC. Je vais vous lire ce qui est écrit, hein. C'est une communauté de passionnés, le Dirty Clean Crew étant aujourd'hui son périmètre en devenant un label et un réseau collaboratif soutenant la création dans l'univers de jeux de rôle indépendants aux accents sombres et horrifiques. Donc on aura de l'entraide, de la relecture, de la mise en page, de la communication, des actuels plays. Le label DCC n'est
DCC né du désir de voir des projets de valeur atteindre leur public dans le respect des valeurs partagées. Donc voilà, c'est une annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux. Elle se fait accompagner d'un lien vers le serveur Discord ainsi que la page Facebook, là en l'occurrence sur ce Twitter là. Donc je vais aussi vous mettre les liens si ça vous intéresse. Il y a tous les détails si vous voulez, si vous êtes intéressé pour rejoindre ce label. Et aux dernières nouvelles, il me semble que les clauses, on va dire, ce qui les intéresse et tout ça est sur leur Discord. N'hésitez pas à aller les rejoindre. Alors là, le problème c'est que je vais avoir du mal à copier le lien. Ah si, je vais faire un copier comme ça. Tac, copier l'adresse du lien. Voilà. Et puis la news sur Twitter, éventuellement. Tac. Voilà. Donc ça fait plaisir de voir un nouveau label se créer et je suis très curieux de voir ce qui va émerger de cette communauté. Voilà, voilà. Ensuite, on va parler de Thomas Munier qui lance un Patreon. Donc bah voilà, si vous connaissez pas Thomas Munier, je vais aussi vous mettre le lien. Il fait énormément de choses, c'est un auteur très prolifique. Il est en partie connu pour Influenza, pour tout ce qui est de l'univers de Milvaux, pardon. On a aussi Dragonfly Motel, on a aussi S'échapper des faubourgs, plein de choses, donc je vous mets le lien. Et si vous aimez son travail, n'hésitez pas à rejoindre son Patreon. Je vais vous mettre le lien, voilà, de son site d'abord. Tac. Et le lien du Patreon. Voilà. Donc on lui souhaite tout plein de bonnes choses. L'idée pour lui, c'est, je pense que tous ces jeux en fait étaient, et alors je pense que c'est toujours plus ou moins le cas, hein. Enfin, ces jeux sont gratuits à la base, et enfin donc, tous ces jeux sont gratuits et ils vont le rester. Et donc l'idée c'est de pouvoir pour lui essayer de dégager un peu de revenus de son activité dont il a besoin actuellement. Donc d'où l'ouverture du Patreon. Et donc je vous encourage vraiment à aller le soutenir parce qu'il fait un travail à la fois prolifique mais aussi remarquable, avec un univers très horrifique, avec plein de choses intéressantes, plein d'expérimentations. Et en plus des jeux, il y a toute une production aussi de vidéos, de podcasts, d'articles, de théories, de réflexions sur le jeu de rôle. Donc voilà, vraiment intéressant à aller suivre et soutenir Thomas Munier. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Rune. Alors Rune est sorti l'année dernière. C'est un jeu de rôle solo qui est très inspiré des ce qu'on appelle les Souls-like, donc des jeux vidéo comme Dark Souls, comme Bloodborne ou le récent Elden Ring. Et il se trouve que Rune non seulement est un jeu très intéressant, mais en plus a une jam qui vient de commencer, qui a commencé même aujourd'hui même, qui dure 2 mois et 21 jours, ce que je vois ici. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, déjà je vais vous mettre évidemment le lien pour Rune si vous n'avez pas encore été voir. Il n'y a pas de traduction encore en français à ma connaissance, en même temps il est sorti il y a assez peu de temps. Mais voilà, je pense que c'est un jeu à suivre. Il y a déjà une jam, donc je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Alors apparemment on m'entend bien, mais avec ouais, une bonne minute de délai, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Donc Rune, je vous envoie ça, et puis donc le lien vers la jam.
Voilà pour Rune. Voilà, là on en a fini pour on va dire les news générales. J'ai sélectionné un certain nombre de petits jeux. Alors j'ai fait ça cet après-midi assez rapidement, donc j'ai peut-être oublié des sorties récentes. Après on est juste le 9 janvier, j'aurais pu éventuellement parler de certaines choses qui sont sorties en décembre. Là on va se concentrer sur des sorties vraiment très récentes. Euh, on a d'abord les Cernes du Temps, donc un jeu de rôle solo où on joue un arbre, un jeu de rôle très contemplatif, qui a été en financement participatif, qui s'est terminé je crois le mois dernier. Et il est disponible du coup sur le site de Plumier des Chimères. Et il a un peu d'actualité en plus parce qu'il y a des suppléments qui sont sortis. Donc on peut retrouver à la fois sur Itch.io je crois et sur le site en l'occurrence. Donc hop, je vous mets ça aussi. Effectivement, Isandro nous fait remarquer qu'il a une partie enregistrée de runes, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sandrone. Je sais pas si tu peux le mettre le lien dans le chat, sinon je pourrais éventuellement le mettre. N'hésite pas, hein. Je crois pas que par défaut, je sais pas si les liens sont interdits. Moi en tout cas, je l'ai pas interdit, c'est sûr. Voilà, donc les Cernes du Temps qui est un jeu de Axolot, donc en particulier de RL. Je vous invite vraiment aussi à aller voir toutes ses productions, et elle a sorti aussi un jeu tout récemment qui s'appelle Et maintenant une plage de publicité, qui a l'air d'être un jeu assez rigolo, qui est sorti là tout juste en début d'année. Et il y a plein de choses intéressantes. Un outil aussi de, de sécurité émotionnelle pour les parties en solo. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller vous promener. Je vous mets aussi le lien des éditions Axolot. Faut que j'arrive à l'écrire correctement maintenant. Voilà. Sinon actuellement on a en financement participatif encore en cours Yui ga Ama Bad Seeds, qui est un jeu de rôle qui se passe qui se passe au Japon, avec une ambiance qui fait penser un peu à Tales from the Loop. Mais on n'est pas. Alors, le jeu dit qu'on n'est pas obligé de jouer des adolescents, même si la couverture, les visuels le laissent penser. Euh, on est en tout cas dans un. Alors, je vais essayer de retrouver la description pour pas vous dire de bêtises. Voilà, on est dans une ville balnéaire japonaise en déclin, après une sorte de catastrophe écologique, un peu avec des choses étranges qui se passent. Voilà, donc ça a l'air intéressant. J'ai pas vu trop sur quel système ça fonctionnait. En tout cas, je vous mets le lien. Ça a l'air très intéressant, rien que déjà sur les visuels et sur la proposition du jeu. C'est chez Leto Games. Donc le financement participatif se fait directement sur la page du jeu. Je devrais pas scroller comme ça parce que ça doit être... vous allez vomir pour ceux qui regardent l'écran. Actuellement on est en progression, donc ils sont à 49,2%. Voilà, donc je vois pas la date... non, il n'y a pas la date de fin, donc je pourrais pas vous dire, ça doit être écrit quelque part. Mais voilà. Ensuite, on a Scum and Villainy chez 500 nuances de geek, qui est en précommande participative aussi. Alors,
selon mes informations, sur la page du jeu, il est indiqué que il fallait atteindre 200 précommandes avant le 25 décembre. On n'a pas d'infos pour le moment. Il y a un thread sur le forum de 500 nuances du geek, on n'a aucune info. Mais je crois que c'est Linouk qui nous dit sur Twitter que c'est plus de qu'on peut encore pledger pour le jeu. Alors j'espère qu'on aura plus d'informations parce que c'est un peu flou. La communication est assez obscure sur ce jeu. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu forgé dans l'obscurité, donc un Forged in the Dark issu du jeu de rôle de John Harper, Blades in the Dark, où cette fois-ci on va jouer un équipage de vaisseau spatial. Donc c'est un gros jeu de 368 pages en format A5. Voilà, on n'a pas beaucoup d'infos, hein, malheureusement, c'est très spartiate, et en plus on n'a même pas d'infos sur est-ce que c'est encore d'actualité, est-ce que voilà, bon, a priori c'est toujours en cours, mais à vérifier. Je crois que mon ordinateur est en train de décéder. Non, c'est bon, on arrive. Donc Liminal Aurore, qui est une traduction donc de Liminal Aurore par Gobelin Archive. Voilà, c'est un jeu OSR à la létalité élevée qui mise sur la simplicité et l'efficacité pour jouer sur le thème de l'horreur cosmique, de l'inconnaissable et des choses cachées qui transforment l'essence même de ce qu'elle touche. Voilà, donc c'est sorti tout récemment, et on apprend dans les commentaires qu'apparemment il y a une autre version qui est prévue en 2023 par Coup Critique. Donc il devrait y avoir ils appellent ça un socio-financement, alors je sais pas ce que c'est, pour pas dire financement participatif, je ne sais pas, pour une autre version VF qui serait cette fois-ci avec un supplément intégré, avec une nouvelle mise en page, un nouveau visuel. Donc en attendant, si vous voulez prendre connaissance déjà du jeu, là le jeu est gratuit, donc c'est une traduction bénévole sur Itch.io de Liminal Aurore. Et ensuite on attendra les infos de Coup Critique pour la version augmentée, dirons-nous. Chez 500 nuances du geek, on a aussi une autre sortie récente. Je suis pas sûr que ce soit sorti exactement tout début janvier, c'est peut-être de fin d'année dernière, mais ça me paraissait intéressant d'en parler. On est sur un supplément en quelque sorte, ou non, c'est pas vraiment un supplément parce que ça peut jouer vraiment en standalone. C'est Dungeon School, qui est une sorte de tutoriel, on va dire, pour jouer à Dungeon World. Donc, Dungeon World, c'est un peu un des jeux propulsés par l'Apocalypse, peut-être un des plus connus, puisque c'est un peu la version Medfan, peut-être ce qui se rapprocherait le plus d'un Donjons et Dragons en version PBTA. Et là en fait ce qu'on nous propose, Dungeon School, ça va être vraiment une petite introduction au jeu, avec ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est avec de la fabrication un peu maison, on peut imprimer donc tout ça. Il y a des cartes, il y a des sortes de pions qu'on va pouvoir créer, on peut créer un petit plateau de jeu, etc. Ça a l'air vraiment chouette, on peut même créer donc la boîte de son paquet de cartes. Et donc le but c'est de faire découvrir les mécaniques et le jeu Dungeon World, mais de façon rapide. Donc on peut jouer, là on nous dit de 30 à 45 minutes de jeu. Donc si vous voulez faire découvrir Dungeon World, ou si vous connaissez pas Dungeon World et que vous aimeriez, parce que Dungeon World de mémoire, hein, c'est un jeu qui fait 200-300 pages, donc voilà, si vous avez envie de commencer doucement et avec quelque chose de plus simple, ou que vous avez envie de faire ça plus simplement, voilà, Dungeon School. Je vous mets aussi le lien, c'était sur la caravelle donc de 500 nuances de geek sur Itch.io. Maury nous dit c'est la version québécoise du financement participatif, je crois. Ah oui, le socio-financement, ce serait le terme québécois, d'accord. Très bien. Voilà pour les jeux. Et puis je voulais finir ce petit aperçu de l'actualité par un inévitable passage par la question de l'OGL 1.1. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors moi je vais vous le dire tout de suite, je suis pas un spécialiste du tout de Donjons et Dragons. L'idée c'est au moins de vous donner une idée générale de ce qui se passe, de ce que j'ai compris qui se passait à travers ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux et sur différents articles que j'ai lus en diagonale. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Donjons et Dragons à la base propose une licence d'utilisation pour une partie de ses règles, une partie de son univers, qui sont résumées dans un document qui s'appelle l'OGL, qui contient notamment le SRD, le System Reference Document, dans lequel justement est stipulé toutes les choses qu'on peut reprendre pour faire des suppléments ou des hacks de Donjons et Dragons. Et là, ce qui a été leaké il y a quelques jours, c'est une version de mise à jour de l'OGL par donc Wizard of the Coast qui s'occupe de Donjons et Dragons, euh, dans laquelle il y a plein de choses qui font très peur, notamment d'un point de vue commercial pour toutes les personnes qui vivent plus ou moins ou qui vendent du contenu dérivé de Donjons et Dragons ou qui sont même compatibles avec Donjons et Dragons. On parle pas forcément même de choses qui sont complètement intégrées dans Donjons et Dragons, mais il y a toute une culture qui s'est développée autour pas de Donjons et Dragons lui-même, mais autour d'un système un peu global qui permet de construire autour et auquel tout le monde peut se retrouver. Ces derniers temps, c'est tout ce qu'on peut retrouver sous le nom de 5E. Donc en gros, ce sont des jeux ou des suppléments, etc., qui sont compatibles avec la 5e édition de Donjons et Dragons. Et donc avec cet OGL qui a été leaké et qui a l'air de se vérifier, puisqu'il y a eu d'autres sources qui ont récupéré le document, on a plein de choses qui font très peur, notamment notamment sur les droits de commercialisation. Il va falloir en fait se reporter, reporter ses ventes auprès de Wizard of the Coast. Il y a d'autres problèmes aussi parce que du coup ça restreint aussi les types de choses qui sont possibles, notamment tout ce qui est actual play, tout ce qui est podcasts, etc. aussi peuvent rentrer, donc des gens comme chez Critical Role par exemple pourraient peut-être être embêtés par ces nouvelles restrictions. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué et en plus on sait pas encore s'il y a une nouvelle version qui va sortir ou pas, parce qu'en fait à la base ce leak de cette version aurait dû sortir d'après ce qui a été dit autour du 4 janvier, mais ça n'est pas sorti, on ne sait pas pourquoi. Là ça leak, est-ce que c'est plus ou moins volontaire pour tester les réactions, on sait pas trop. Mais en tout cas voilà, on en est là aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, alors pour l'instant j'ai pas trouvé de source en français. Il me semble que Julien Dutel sur Twitter, il faudrait que je retrouve le lien, a fait un peu un résumé de ce qu'il a compris de cet OGL. Là ce que je vous propose c'est un article en anglais, alors vous pouvez éventuellement le faire traduire en mode Google Trad, ce sera pas forcément parfait mais ça vous donnera quand même les grandes lignes, chez Gizmodo, donc qui ont fait un article assez complet sur le sujet et qui parle bien, qui remettent tout ça dans le contexte et en quoi ça peut être problématique, qu'ils expliqueront bien mieux que moi. Donc je vous mets le lien vers l'article de Gizmodo sur l'OGL 1.1. Et s'il y en a qui sont vraiment motivés de ouf, quelqu'un m'a envoyé tout à l'heure le lien directement sur le texte, le texte leaké de cet OGL. Donc voilà, si vous êtes motivé, que vous avez envie d'aller à la source, eh bien l'OGL 1.1 en PDF, c'est dispo aussi ici pour vous faire éventuellement votre avis directement. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur l'actualité du jeu de rôle. Évidemment c'est complètement subjectif, j'ai préparé ça cet après-midi en plus assez rapidement, j'avais envie de tester, c'est totalement un prototype, l'idée c'est de voir un peu ce que ça peut donner, de faire une émission comme ça sur l'actualité du jeu de rôle, parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu. Je crois qu'il y a certaines chaînes sur Twitch qui font ça un petit peu. J'ai vu notamment Naetherion avait fait un live sur l'OGL. Mais voilà, je trouverais que ce serait intéressant de pouvoir faire une sorte de revue de presse ou de revue un peu de l'actualité du jeu de rôle de façon régulière.
L'idée, voilà, l'idée c'est aussi de voir si ça me plaît, si ça me prend pas trop de temps par rapport à mon activité principale qui est de créer des jeux. Donc c'est ça aussi, moi ça m'intéresse beaucoup, je fais une veille de toute façon sur l'actualité du jeu, donc de base déjà c'est un exercice que je fais, mais je trouve ça intéressant de pouvoir le partager avec vous, peut-être aussi de pouvoir en discuter, là ça n'a pas forcément été trop le cas ce soir, on va peut-être dans la deuxième partie, s'il y a encore du monde, on pourra continuer un petit peu à discuter, notamment sur l'OGL. Mais à terme, peut-être inviter certaines personnes pour discuter de sujets plus précis. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment un prototype. En plus, vous l'avez vu, en tout cas pour ceux qui sont en live et qui ont l'image, ou qui se regardent ça en replay, c'est pas top pour le moment, parce que je n'ai pas de bonne connexion et j'ai encore moins la fibre. Voilà, pour l'instant c'est pas top niveau technique, mais j'avais vraiment envie de me lancer et voilà, je me dis que déjà en mode podcast, si vous regardez pas trop l'image, j'espère que le son est globalement correct et que ça vous donnera un peu un aperçu de l'actualité sous forme de podcast. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat pour ceux qui sont en direct, sur les commentaires en YouTube, sur podcast, etc., sur Discord, où vous voulez, vous pouvez me choper sur les réseaux sociaux, ce que vous en pensez, il y a certainement beaucoup de choses à améliorer. Moi-même j'ai vu plein de choses à améliorer pour ne serait-ce que moi-même de ce que j'ai vu de ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi des news que j'aurais oubliées, ça c'est certain que j'ai oublié des choses qui vous paraissent importantes, bah, n'hésitez pas aussi à les partager. Et puis on pourra aussi, je pourrais aussi peut-être les ajouter si je vois que vraiment il y a des news, c'est vraiment dommage. Je les rajouterai dans la description, dans les différentes descriptions, ou je les ajouterai peut-être dans la prochaine news. Et si vous avez aussi une idée du nom de l'émission, parce qu'actuellement j'ai pas du tout réfléchi encore à ça non plus, pour vous dire à quel point c'est pas du tout réfléchi dans les grandes lignes. Donc si vous avez un nom une idée de nom pour l'émission aussi, ça peut être intéressant. Moi je vais y réfléchir de mon côté. Voilà. Ben, merci en tout cas de m'avoir suivi. On va faire une deuxième partie ensuite là, pour discuter un petit peu avec ceux qui sont sur le chat. Déjà voilà, merci pour ceux qui m'ont écouté en replay et n'hésitez pas à commenter. Du côté de mon actualité, je vais probablement faire d'autres streams dans les jours, les semaines à venir, mais il n'y a rien encore de prévu, c'est pas du tout programmé. Vous avez déjà un replay où je bossais sur Aori, mon jeu de rôle en cours de création. Donc vous pouvez aller voir ça dans le replay Twitch pour le moment, et peut-être que j'ajouterai sur YouTube. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité à dire? Non, voilà, Aori, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles news ou pour de nouvelles activités rôlistes. Voilà, à bientôt. Voilà, j'ai fait une sorte de conclusion parce que du coup je sais pas du tout si je ferai du montage ou quoi, mais comme ça je pourrais éventuellement couper à ce moment-là pour ceux qui vont regarder en replay et pas forcément, je sais pas encore, peut-être qu'en fait je garderai la partie chat après, mais ça me semble, pour l'instant ça me semble intéressant d'essayer de faire un format où je sais qu'il y a une partie qui est où j'interagis peut-être moins avec le chat, mais dans laquelle comme ça les gens qui vont écouter, ce sera plus sympa pour les gens qui écoutent en replay ou en podcast. Et après une partie plus, voilà, c'était une idée que j'avais, c'est peut-être pas une bonne idée, on verra. Valentin, tu nous dis merci pour les actus, c'était très bien, c'est cool, merci. Noé juste avant nous a dit bonsoir, je passe m'abonner, je viens de chez Chris. Ah, super sympa. Je vais pas pouvoir rester ce soir, mais avec plaisir un de ces jours. Bah, vraiment avec plaisir. Bon, du coup tu m'entends peut-être pas si t'es pas resté plus longtemps, mais merci beaucoup Noé. Noé Extincteur. Valentin, tu nous dis est-ce qu'à un moment on va parler du travail gratuit en jeu de rôle histoire de faire du drama pour monter les stats de ta chaîne Twitch? Alors, j'aimais bien l'idée. Alors, ce que j'aime bien des fois dans des émissions que je suis un peu similaires, des fois il y a une première partie où on va parler de l'actu, une partie où on parle des jeux, et après une partie où on peut lancer une forme de petit débat. Donc ce sera peut-être ça à terme. Là j'avais envie un peu de faire ça avec l'OGL, mais je sais pas s'il y avait beaucoup de
Moi-même j'ai pas énormément de connaissances sur l'OGL, donc peut-être que ce serait intéressant d'inviter quelqu'un qui connaît bien déjà l'OGL originel et qui connaît bien Donjons et Dragons, l'OGL, etc. avec qui on pourrait discuter et avoir des vraies infos là-dessus et qui a peut-être suivi aussi. En plus, on manque de recul sur ce là-dessus, mais je pense que ça a fait pas mal couler d'encre numérique là ces derniers jours. Donc, mais voilà, ouais, c'était comme ça que je l'imaginais. D'abord les actus générales, ensuite les jeux, puis ensuite un débat ou une question plus générale. Donc clairement, la question du bénévolat dans le jeu de rôle, la question de... J'aimerais bien aussi qu'on parle... qu'est-ce que j'avais envisagé d'autre? Euh, Non, je sais plus. J'avais d'autres idées en tout cas, c'est sûr, pour aborder d'autres sujets qui peuvent être un peu tricky, mais qui peuvent être intéressants à discuter au calme. Alors, je pense que la connexion internet est centrale pour éviter le délai, il me semble, tu nous dis Valentin. Ouais, ouais, clairement, ça c'est clair. En fait, j'ai pas de chance, et c'est pour ça que j'ai jamais trop fait de stream jusqu'à présent. C'est parce que ma connexion, non seulement j'ai une connexion non qui est pas une fibre, mais même mon upload en fait est vraiment mauvais. C'est-à-dire que normalement, même quelqu'un qui a pas la fibre, il peut pas faire un super stream en 1080p ou truc, etc. Mais on peut quand même sortir une qualité décente en 720p ou je ne sais quoi. Mais là, même avec la... Alors il y a peut-être des réglages que je pourrais faire un petit peu mieux encore, hein. Il y a des choses à... Là je vois, je vois mon retour live et clairement ça, ça pixelise beaucoup. Donc je pense que c'était suffisant pour que vous puissiez voir en gros de quoi je parlais, mais clairement là l'image ça... Là j'ai bien vu que c'était pas bon du tout quoi. Donc voilà, donc la connexion, ouais, c'est clairement... Ouais, Valentin, tu connais rien en OGLerie? Bah oui, moi non plus, hein, je découvre un peu cette affaire. Enfin, je savais que l'OGL existait, il me semble que ça existe depuis la Donjons et Dragons, la fameuse 3.5, ou peut-être même avant, je ne sais plus. En tout cas, c'est une des choses qui a fait, je pense aussi, le succès de Donjons et Dragons, c'est cette ouverture à un moment donné de se dire, ben, vous pouvez créer du contenu à partir de Donjons et Dragons qui était déjà qui était vraiment déjà peut-être pas Monopole mais qui était déjà un jeu un gros jeu à cette époque là et en plus avec l'ouverture avec cet OGL je pense que ça a vraiment permis d'un coup de le rendre encore plus ben, l'évidence quoi, c'est le jeu de rôle qu'il faut connaître et avec lequel on peut créer du contenu en plus, créer encore des univers ou créer des suppléments d'univers, etc. Donc c'est un gros pilier, je pense, du monde rôliste. Donc là, c'est un peu, ça fait un peu peur et peut-être que certains diront on pourrait s'y attendre. C'est vrai que là il y a un renouveau de la scène, du jeu de rôle en général et Donjons et Dragons du coup est de plus en plus connu à la cote, etc. Et donc je pense que donc Wizards of the Coast qui appartient, si j'ai bien compris, à Hasbro, donc c'est pas une petite entreprise, donc l'idée pour eux je pense qu'ils voient, enfin en tout cas ce que j'ai lu et ce qui me paraît assez pertinent, c'est que ben il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent à partir de suppléments et de choses dérivées de Donjons et Dragons, et c'est de l'argent qui rentre pas dans les poches de Wizards of the Coast. Donc là l'idée je pense c'est de créer une nouvelle licence un peu plus alors eux ils disent là vous voyez pas bien parce que ça, je pense que ça pixelise, mais dans l'introduction de l'OGL que j'ai lu rapidement, ils disent oui bon c'est parce que il fallait la mettre à jour parce que ça fait quand même la dernière datait des années 2000, hein, de 2000 même je crois, la date exacte de premier OGL. Donc du coup ils se sont dit bon, et il va falloir qu'on mette ça à jour, et eux ils prétextent le fait que voilà il fallait les mettre à jour parce qu'il faut inclure aussi toutes les choses qui n'existaient pas encore à l'époque, notamment les virtual tabletop, donc les VTT, c'est-à-dire tous les logiciels, les applications en ligne qui permettent de jouer aux jeux de rôle, qui aussi utilisent, je pense notamment à Roll20 ou ce genre de choses, qui utilisent du contenu Donjons et Dragons, etc. Et donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées entre temps, donc ça peut justifier effectivement
forcément de faire une mise à jour, mais là voilà, clairement ils ont l'air d'en profiter pour se prendre une part du gâteau un peu plus grande sur les éditeurs tiers. Et donc de ce que j'ai compris, ça concerne surtout le volet commercial, puisque là dans cette nouvelle OGL ils vont séparer vraiment les deux. Ils vont vraiment séparer les deux aspects. D'un côté, le côté non commercial, donc il y a une partie de la licence qui est consacrée au non commercial. En ce cas-là, il y a beaucoup plus de possibilités. À partir du moment où on n'essaye pas de faire de l'argent avec son contenu, c'est beaucoup plus ouvert. Mais dès qu'on commence à vouloir vendre du contenu autour de Donjons et Dragons, là, les règles vont a priori être beaucoup plus restrictives. Il va falloir beaucoup plus rendre des comptes à Wizard of the Coast, et il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra plus faire qui étaient tolérées jusqu'à présent, quoi. Maintenant voilà, on attend des nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce leak il était plus ou moins volontaire? Ça pourrait être le cas. Moi c'est la première chose que j'ai pensé hein, quand il y a un leak. Comme ça on se dit est-ce qu'il tâte pas un peu le terrain pour ensuite faire un OGL, une version un peu plus light mais du coup qui fait passer la pilule, alors que s'ils avaient sorti directement l'OGL tel quel, ça serait pas passé. Donc là voilà, ça c'est une théorie de ma part, mais malheureusement ça pourrait être possible hein, qu'on balance un OGL hyper dur pour dire oh là là qu'est-ce qui va se passer, puis après on sort un truc un peu moins. Voilà, ou est-ce que c'est vraiment un leak et puis qu'ils sont en train de rétro-pédaler en interne? Est-ce qu'on va avoir une évolution dans les prochains jours, prochaines semaines? C'est fort possible, on va voir ce qui va arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'il y aura un rétro-pédalage majeur. Je pense qu'on va rester sur quelque chose de... on va rester sur quelque chose qui sera plus restrictif dans tous les cas, parce que voilà, là je pense que c'est un peu la fin des vacances. Il y a beaucoup d'argent qui est en train de se faire. Il y a un jeu, il y a un film qui va sortir bientôt. Il y a les jeux vidéo qui marchent de plus en plus. Il y a Baldur's Gate 3 là qui était en early access et qui va sortir cette année. Donc voilà, Donjons et Dragons est en train de sécuriser un petit peu son commerce, ce qu'on peut comprendre hein, d'un point de vue purement capitaliste. Est-ce que tu sais en quoi ça consistait de faire du contenu à partir de l'OGL? Non, bah là c'est là où j'ai pas les détails, parce que je sais pas du tout comment ça fonctionnait l'OGL d'origine, sachant qu'il y avait... apparemment, de ce que j'ai compris, l'OGL date de 2000, mais est-ce que ça concernait déjà l'époque de Donjons et Dragons 4? Est-ce que ça a été mis à jour avec la version 5? Je n'en sais rien. Donc non, j'ai pas de connaissances là-dessus. Tout ce que je vous raconte ici, c'est tout ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai lu de ce qui a été partagé là ces derniers jours sur cette affaire. Mais globalement, moi de ce que je comprends hein, sur le contenu, faire du contenu, en tout cas pour ce qui est du jeu de rôle, c'est tout ce qui est supplément, tout ce qui est hack, tout ce qui est à partir du moment où on va utiliser un certain nombre de choses. On va retrouver notamment les espèces, ce qu'on appelait anciennement les races, il y a les classes de personnages, il y a un certain nombre de morceaux de l'univers. Donc j'imagine donc il y a un SRD, le document de référence, où évidemment il n'y a pas tout, mais il y a un gros bloc de choses qu'on peut réutiliser de Donjons et Dragons. Et globalement, tant qu'on fait pas du copier-coller en gros de jeux Donjons et Dragons existants, quoi. On peut pas prendre un jeu, un supplément avec un univers par exemple et copier exactement la littérature qui est dedans, mais on peut reprendre un certain nombre des noms de personnages, des noms de lieux, etc. Donc ouais. En gros, tu peux utiliser le contenu en SRD de D&D. Ouais, c'est ça, Sandrone, c'est comme ça que moi je le comprends en tout cas, ouais. C'est ça. Et tu peux pas utiliser tout ce que Donjons et Dragons ont sorti depuis le début, mais tu peux, tout ce qu'ils ont spécifié dans leur SRD, et ben t'as le droit de l'utiliser pour créer des suppléments et les vendre. Et c'est ça le truc. Et c'est ce qui est, je pense aussi, fait partie un peu du scandale, si on peut appeler ça comme ça, c'est que évidemment ça met en péril tout un tas d'éditeurs tiers qui
ou même d'auteurs, d'autrices qui travaillent dans des univers proches de Donjons et Dragons. Il y a toute la scène OSR qui est aussi plus ou moins concernée par ça, puisque en fait il y a beaucoup de choses dans l'OSR, donc l'Old School Renaissance, qui vont piocher dans des morceaux de Donjons et Dragons de différentes éditions. Alors souvent c'est les anciennes, hein. Alors je sais pas aussi à quel point l'OGL concerne aussi les anciennes éditions de Donjons et Dragons. Enfin, en tout cas ça pose plein de soucis, plein de problèmes pour des gens qui travaillent avec des fois des choses qui finalement sont assez éloignées de Donjons et Dragons tel qu'il existe aujourd'hui, mais qui sont quand même qui vont reprendre un certain nombre de choses comme les classes, les espèces, des armes, des morceaux d'univers, donc ouais, et donc ça pose des soucis. Et puis l'autre chose dont j'ai pas parlé et qui est aussi importante, c'est que cet OGL 1.1, donc cette nouvelle version, viendrait en fait annuler la précédente version. Ça, c'est vrai que j'aurais dû le dire pendant l'actualité parce que c'était quand même assez important. Et, euh, et donc ça voudrait dire que toutes les personnes qui ont sorti des choses en mode OGL, alors ça concernerait, c'est pas encore aussi très clair. Est-ce que ça concernerait les choses qui sont déjà sorties? A priori non. Par contre, si quelqu'un par exemple a créé du contenu autour de Donjons et Dragons qui respectait l'OGL d'origine, s'il veut rééditer ce matériel, eh bien il va devoir l'OGL 1.0 ne sera plus utilisable. Il sera obligé de passer en OGL 1.1. Donc ça veut dire refaire un certain nombre de choses, enlever, enfin ça peut être une catastrophe pour certains éditeurs, pour certains auteurs autrices quoi. C'était plutôt sympa en fait, nous dit Valentin, ils reviennent à une version normale par rapport à ce qui se fait ailleurs, je veux dire. Oui, en quelque sorte, ouais, je pense que... Enfin, ce qui se fait ailleurs, je sais pas. Peut-être ce qui se fait ailleurs par rapport à d'autres licences, ouais, de grosses licences, par exemple. Je sais pas s'il y a un équivalent de l'OGL, par exemple, pour le monde des ténèbres, par exemple, je suis pas sûr. Ou pour des jeux comme Warhammer, etc. Je crois pas qu'il existe des licences comme ça où des gens peuvent sortir des suppléments pour Warhammer ou pour Vampire et se faire de l'argent sur le nom du monde des ténèbres. Ça par exemple je crois que c'est pas possible. Là où effectivement une des choses, une des forces je pense de Donjons et Dragons et qui a peut-être assuré aussi son importance dans la scène rôliste, c'est cette ouverture là et qui permettait de créer énormément de contenu, y compris qui ne va pas dans la poche directement de Wizard of the Coast quoi. Sandro nous dit oui c'était très sympa, ça a beaucoup contribué à l'explosion du système des vins à l'époque de la 3ème édition, ça a permis la création de Pathfinder et probablement permis la vente de jeux OSR, mais ça j'en suis moins sûr. Ouais, sur la question des jeux OSR, j'ai vu passer 2-3 trucs à ce propos. J'avoue que je suis pas encore. Il va falloir que j'aille creuser cette question-là, parce que pareil, je suis pas un gros connaisseur déjà de la scène OSR en général, mais là en plus sur la question de qu'est-ce que l'OSR reprend et qu'est-ce qui est concerné par l'OGL, je ne sais pas du tout. Mais c'est clair que ça. Visiblement, il y a des gens dans la scène, la scène OSR qui sont inquiets, donc ça veut dire que potentiellement il peut y avoir des répercussions même sur de l'old school, c'est-à-dire des jeux qui sont commercialisés actuellement et qui reprennent souvent des éléments assez lointains d'anciennes éditions de Donjons et Dragons. Ça serait assez triste et scandaleux que des jeux ne puissent plus être réédités ou continuer, ou etc. À cause de cette OGL quoi. Et évidemment en plus avec la communication un peu désastreuse qu'on a en ce moment, enfin désastreuse, c'est à dire que peut-être que Wizards of the Coast n'avait pas prévu ce leak, mais en tout cas c'est quand même un peu problématique quoi, parce que l'autre chose que j'ai pas précisé aussi, c'est que selon les informations de la personne qui a eu le leak, et je crois que c'était marqué dans le document, le délai en fait pour pouvoir respecter cet OGL était très court, genre de l'ordre de quelques semaines pour pouvoir régler tout ça. Donc d'un coup, s'ils avaient sorti ça le 4 janvier tel que c'était prévu,
Eh bien, d'un coup, tout un tas de personnes qui vivent en partie, voire pleinement. Moi, j'imagine bien qu'il y a des éditeurs qui font que du contenu compatible Donjons et Dragons, qui, euh, qui, euh, qui se retrouvent d'un coup avec un nouveau contrat qui prend le pas sur l'ancien et qui change complètement, voire annule en fait une bonne partie de tout ce qu'ils ont construit ces dernières années dans le pour le dans leur maison d'édition quoi. Donc c'est flippant quoi. Et puis tous les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices qui comptent, je pense aussi sur les revenus que tous ces contenus leur apportent, qui sont encore prévus, je pense, pour l'année à venir, quoi. Les années à venir même. Ah oui, c'était un peu salaud, nous dit Valentin. On ouvre les vannes, tout le monde y va, et quand on est hégémonique, on coupe tout. Ben ouais, c'est ça. C'est là. En tout cas, c'est ce qui fait un peu que ça fait des levées de bouclier et que en ce moment, parce que c'est vrai que ça fait vraiment. On attend de voir. On va voir si on a des infos de la part de Wizard of the Coast, mais c'est vrai que ça fait vraiment l'entreprise capitaliste qui d'un coup se dit ah mince, il y a du pognon à se faire, on ferme les vannes quoi. On ferme les vannes et puis et toute l'ouverture qu'on avait offert qui nous a donné toute cette exposition et toutes ces d'un coup non ça n'a enfin du coup c'est une insulte, on peut le dire, et je peux comprendre que ça soit vécu comme ça à la communauté du jeu de rôle dans son ensemble, et plus particulièrement à Donjon, à ceux qui aiment, qui pratiquent et qui créent du contenu autour de Donjons et Dragons, quoi. Ça, ouais, c'est salaud, comme tu dis. Mm. Je m'étais dit que ça aurait été cool de pouvoir lire l'article que j'avais mis, mais là du coup avec ma connexion déjà ça va être illisible et en plus j'ai pas vu comment je pouvais le faire traduire par Google Trad, et donc voilà on va pas s'infliger ça, mais en tout cas l'article je l'ai parcouru en diagonale tout à l'heure et il donne vraiment si vous connaissez pas du tout, il donne vraiment le contexte général et tous les problèmes et toutes les problématiques que ça entraîne. Sandro nous dit entre temps Wizard of the Coast a été racheté par Hasbro, ouais c'est ça, les résultats d'Hasbro sont un peu pourris hors D&D qui marche à donf donc les actionnaires demandent des comptes. Ouais, ok c'est ça d'accord. C'est ce que j'avais cru comprendre aussi que Hasbro avait certainement un rôle important dans cette histoire. Je crois que ouais, en gros, ça fait quelques années que D&D explose avec toutes les actual plays, avec il y a eu Stranger Things qui a redonné un vrai coup de pouce aussi, je pense, au moins en termes de com. Il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a vraiment voilà, je pense qu'il y a aussi l'explosion, on va dire, de la culture geek en général, c'est-à-dire là où c'était encore très niche, ou très pas forcément dans le mainstream dans les années 70-80 voire 90. Depuis, il y a eu voilà des gros choses en termes voilà, on peut dire même que la culture geek est devenue le mainstream et donc forcément la fantasy et donc le jeu de rôle, en particulier donc Donjons et Dragons, forcément ça explose. Et à partir du moment où ça explose, ben, il y a des sous à se faire. S'il y a des sous à se faire, et ben, ça veut dire qu'il faut réfléchir en termes d'actionnaires, en termes de profit, en termes de etc. Donc, et c'est vrai que c'est dur parce que c'est des communautés qui se sont formées avec de la débrouille, avec cette ouverture-là, de pouvoir faire des hacks, etc. Donc on n'a pas, là où dans des milieux comme la musique ou dans le cinéma, etc., ils sont habitués déjà à ces magouilles, j'ai envie de dire, ou en tout cas ces contraintes fortes liées au profit. Dans le jeu de rôle, on en était encore épargné, ou en tout cas entre la période de
grand succès de Donjons et Dragons dans les années 70-80, enfin dans les années 80, mais là dans les années 90, comme c'était vraiment pas le gros marché le jeu de rôle, il y a eu un peu à la fois une désertion en termes de pratique, etc. Mais du coup ça a laissé beaucoup de monde faire un peu leur sauce quoi. Donc là, quand ça remarche, quand la locomotive du jeu de rôle, en l'occurrence Donjons et Dragons, repart, forcément, ça va créer des frictions, et je pense que malheureusement, c'est que le début, quoi. Je pense que à quand la même chose par Vincent Baker. Ah oui, c'est vrai que ce serait le coup dur, hein, mais on voit pas, j'espère pas, mais je pense pas que ce soit le genre de Vincent Baker de fermer les vannes du PBTA. Et c'est vrai que, mais de la même manière, hein, c'est vrai que c'est la même chose. Quand t'as des familles de jeux comme ça qui sont issues d'un système de jeu, c'est toujours compliqué. Alors ça pose aussi des problèmes juridiques, hein, parce que j'ai commencé à lire des choses sur l'OGL comme quoi, oui mais en fait c'est compliqué parce que euh, par exemple pour l'OSR, globalement il reste plus grand chose vraiment parce qu'on peut pas copyrighter des mécaniques ou un système de jeu en réalité. Donc de ce que j'ai compris, ce qu'ils font chez Wizards of the Coast et ce que font dans d'autres sociétés qui ont les moyens, ils vont déposer des termes quoi. Ils vont déposer des termes qu'il faut éviter de reprendre. Donc si vous reprenez exactement les classes, les espèces, si vous reprenez des noms d'univers, etc. Là vous pouvez vraiment avoir des soucis. Mais à partir du moment où en fait vous faites quelque chose qui est compatible en termes de système, mais qui ne reprend pas des termes exacts que vous le dites avec vos propres mots, normalement ces gens-là ne devraient pas être embêtés par Wizards of the Coast. Donc ça va aussi se jouer là-dessus. Est-ce que la législation aussi enfin, est-ce que cet OGL il est légal? S'il y a il y a des gens qui se posent actuellement la question, est-ce que c'est vraiment légal? Et puis en plus, comme bah, évidemment, il faut inclure le fait que c'est des lois enfin, c'est un OGL qui est émis, j'imagine, aux États-Unis. Donc à quel point c'est valable avec les législations internationales. Enfin bref, c'est un sac de nœuds, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler là dans les prochaines semaines. Voilà, bah, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Merci pour ceux qui sont restés. En l'occurrence, je crois Sandrone et Valentin T, et peut-être d'autres personnes qui sont pas forcément intervenues. Merci d'avoir suivi jusque là. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit dans la conclusion précédente, ben, n'hésitez pas du coup à commenter, à partager, etc. quand il y aura les replays, et à me dire ce que vous en avez pensé de manière générale, si vous avez des idées pour l'émission, pour l'améliorer, si vous avez une idée de nom pour l'émission,